Bonjour à tous. Que faire face à la délinquance et en particulier face à la délinquance des mineurs? C'est la question soulevée par un projet de loi discuté à l'Assemblée. Ce projet de loi vise notamment à augmenter la responsabilité des parents d'enfants coupables de délits. Sylvie Josserand du Rassemblement national est favorable à ce que les juges puissent écarter l'excuse de minorité dans certains cas de délinquance grave. Quand on vous dit qu'un mineur il peut avoir accès à la voie publique en scooter ou en moto à 14 ans, pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'excuse de minorité s'applique jusqu'à 16 ans? Il faut mettre fin à ce sentiment d'impunité qui est un facteur de passage à l'acte des mineurs. Donc la bienveillance naïve consistant à considérer qu'un mineur, parce qu'il est mineur, ne comprendrait pas ce qu'il ferait, n'aurait pas la volonté ou la lucidité de ses actes, ce sentiment, cette bienveillance naïve, il faut y mettre fin et le Rassemblement national prône donc ce durcissement et considère que la proposition de loi va dans le bon sens. Moi j'ai été maire pendant 10 ans et j'ai pu constater globalement notre incapacité à éviter qu'un jeune, en quelque sorte, ne gravisse progressivement les marches de la délinquance faute de réponse pénale adaptée et immédiate. Tout le monde a en tête les émeutes de l'été 2023. Où sur les 3500 personnes interpellées, un tiers étaient des mineurs. Et sur ce tiers de mineurs, il y avait près de 40% qui avaient entre 12 et 15 ans. Quelqu'un que vous convoquez en lui disant ce que tu fais n'est pas conforme à la loi, ça ne l'impressionne pas du tout. Quelqu'un à qui on dit tu vas être éloigné du quartier mais qui revient quand même sans qu'il se passe rien ou qui va mettre le bazar dans le quartier d'à côté, c'est pas non plus une bonne réponse. Et au final, le cas que j'ai en tête, c'est malheureusement terminé par un drame, c'est-à-dire que les deux jeunes en question qui mettaient le bazar dans le quartier ont fini par en tuer un troisième dans un quartier voisin. Et malheureusement, les moyens de la justice, eh bien, ils sont faibles. La justice, elle est en très grande difficulté, en très grande précarité. Elle manque de juges, elle manque de greffiers. Le député Liberté et indépendant Joël Bruno considère que la responsabilité des parents doit être plus appuyée. Je pense qu'il est indispensable de responsabiliser les parents. On ne fait pas simplement des enfants pour faire des enfants, on est là pour les élever. Alors évidemment, je ne sous-estime pas les difficultés matérielles que peuvent rencontrer un certain nombre de familles et souvent de femmes seules. Pour autant, ne rien dire à des parents qui sont défaillants et qui laissent traîner leurs enfants, par exemple le soir dans les rues à 23h ou minuit, il y a des enfants parfois de 8 ou 10 ans qui sont livrés à eux-mêmes, c'est comme ça que la délinquance commence, ou évidemment beaucoup plus fréquemment de 12-13 ans, eh bien ces parents-là, il faut quand même à un certain moment leur faire remarquer qu'ils sont en faute et qu'ils soient sanctionnés. Pourquoi? Parce qu'il y a un devoir de responsabilité d'abord, et puis d'autre part, c'est aussi une manière de, quelque part, considérer les parents qui sont eux aussi pour d'autres dans les mêmes situations matérielles et qui de fait s'occupent de leurs enfants, ne les laissent pas sortir le soir, etc. Encore une fois, je me réfère à mon expérience de maire. Dans un même quartier, vous aviez effectivement des gens qui me disaient mais enfin, comment se fait-il qu'on ne dise rien à ces gens qui laissent à des voisins, qui laissent leurs gamins faire n'importe quoi, ça commence généralement par des dégradations sur la voie publique ou dans l'immeuble et ça finit parfois plus mal que ça, alors que moi, mes enfants ne traînent pas le soir, je m'en occupe, etc. Et donc, il y a quelque part aussi, en responsabilisant les parents, une manière, quelque sorte, de reconnaître la tâche essentielle que font, heureusement, la plupart d'entre eux. Parce que, heureusement que tous les enfants qui naissent dans des familles qui ont des difficultés matérielles, sociales, économiques, ne deviennent pas délinquants. Parce que là, on serait quand même dans une situation encore bien plus difficile que celle qu'on connaît aujourd'hui. Parmi les sujets brûlants discutés à l'Assemblée, celui de l'immigration à Mayotte. François Bayrou avait initialement proposé de modifier les conditions du droit du sol là-bas pour réguler l'immigration. Ensuite, un projet de loi allant dans ce sens a été proposé par les Républicains. Ça fait près d'une dizaine de siècles qu'en France, il y a le principe de droit du sol, c'est-à-dire toute personne qui naît
sur le territoire français et française. Et en fait, c'est la condition pour que les gens, pour que les petits, en grandissant, eh bien, grandissent ensemble et envie d'avoir des projets collectifs. Parce que du coup, dans une cour d'école, vous n'avez pas celui qui sera français, celui qui ne le sera pas. Vous avez un seul destin commun. Et c'est comme ça que vous organisez une nation autour de grands projets sans diviser les gens selon leurs origines. Donc c'est important de défendre le droit du sol. Et puis par ailleurs, excusez-moi, mais enfin si des gens sont prêts à risquer la mort en franchissant un estuaire, eh bien ce n'est pas en menaçant la citoyenneté ultérieure de leurs enfants que vous allez les faire renoncer, vu le niveau de risque que prennent les personnes qui émigrent vers la France. D'autant que, on rappellera qu'à Mayotte, ça fait déjà belle lurette que le droit du sol a été remis en cause, d'ailleurs contre les votes de la France insoumise, mais le droit du sol est déjà remis en cause. Et pourtant, les gens y viennent toujours, parce que le sujet, c'est d'avoir accès à une vie digne, à un hôpital pour soigner les enfants et une école pour qu'ils apprennent des choses. Et ça ne dépend pas de la carte d'identité et de la nationalité. Même si M. Valls essaye depuis quelques jours de réserver les écoles à Mayotte aux petits Français, ce qui est inadmissible. On a un principe d'ordre constitutionnel en France que tout enfant sur le sol français doit avoir accès à l'éducation, à la santé et à un logement. Et ça, c'est indifférent vis-à-vis de la nationalité ou du parcours migratoire des plus jeunes. Je conclus en rappelant que je suis là aussi assez inquiet par les capitulations du gouvernement français vis-à-vis de M. Trump sur la question de Mayotte. Parce que, rappelons, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais après la destruction du cyclone Chido, le marché des télécommunications, c'est-à-dire la Wi-Fi temporaire, a été remise à Starlink, à M. Musk, plutôt que de le donner aux opérateurs historiques français que sont Orange, par exemple, ou Airbus, qui ont des solutions de télécommunications de crise. Et donc, je tiens à redire ici que nous, à la France Insoumise, n'accepterons pas qu'un seul marché de notre pays soit remis à Elon Musk, un homme qui fait des signes nazis lors de l'investiture de Donald Trump. Ceux qui naissent sur le territoire français sont français et je pense qu'il ne faut pas de dérogation, sinon on sait que c'est un toboggan sur lequel on peut glisser assez facilement jusqu'à malheureusement une remise en cause bien plus globale du droit du sol. Que l'on réfléchisse à des mesures locales, peut-être pour contenir le flux de Comoriens sur le territoire national de Mayotte est probablement une idée nécessaire à mettre en place. Mais attention, parce que je ne souhaite pas que ce qui pourrait se faire demain à Mayotte, c'est-à-dire un durcissement du droit du sol, ne soit pas appliqué ensuite dans l'Hexagone, parce que je suis profondément attaché à cette notion républicaine du droit du sol. L'intelligence artificielle et les politiques européennes sont aussi au cœur de l'actualité du moment. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a récemment critiqué les politiques de régulation de l'UE. Alors, est-ce que l'Union européenne régule trop ? Ce débat, ce sera le débat du XXIe siècle. Est-ce que nous pensons qu'il faut aujourd'hui des règles, des normes qui protègent l'intérêt général, l'intérêt humain, des mesures environnementales, des mesures sociales. Et je suis de cette famille intellectuelle-là, ceux qui pensent que par des règles, on doit pouvoir protéger, ou ceux comme M. Vance, M. Trump aussi, qui considèrent que le monde ne doit être qu'un gigantesque lieu de totale liberté où les plus forts l'emporteront. C'est une vieille querelle philosophique et je crois qu'il faut résister à cette tendance-là. Plus d'État, plus de règles, plus de normes. Bon, toute l'histoire, moi je suis un homme de gauche français, c'est précisément une mobilisation populaire pour avoir des lois, des règles aussi qui protègent ceux qui travaillent, qui empêchent le travail des enfants, qui empêchent que la machine blesse, qui ferait de la protection des travailleurs. Voilà. Et il y a toujours eu en face des courants intellectuels, généralement évidemment facilités par ceux qui profitaient des différentes révolutions industrielles, qui considéraient qu'au contraire, ça devait être la possibilité de produire le plus librement possible. Et dans cette nouvelle révolution industrielle à laquelle on assiste aujourd'hui, celle de l'intelligence artificielle, c'est encore le même débat. Il y a quand même un sujet d'extrême prudence qui amène à une régulation qui est parfois effectivement excessive et qui va à l'encontre effectivement du développement des entreprises qui portent ces innovations. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faille laisser faire n'importe quoi. On a effectivement la tentation de certains d'utiliser ces outils pour des opérations de propagande qui ne sont pas forcément, y compris d'ailleurs, de déstabilisation des pays, d'opérations de propagande ou de déstabilisation portées par des pays qui ne nous veulent pas que du bien. Donc, en fait, le problème de toutes ces innovations, c'est que ce sont, je pense en particulier aux réseaux sociaux, en fait, des outils qu'on peut utiliser pour des causes nobles ou des causes moins nobles. Tout être humain, j'ai envie de dire, devrait au contraire
tout en se félicitant des progrès de la science. Se dire on a là quelque chose de nouveau, mais comment nous le contrôlons collectivement? Comment on fait en sorte que les potentialités positives de l'intelligence artificielle, des meilleurs soins, un meilleur accompagnement, des outils d'émancipation et d'éducation, ne se transforment pas uniquement en une espèce de grande privatisation, y compris de votre propre intimité. Je veux dire, nous parlons de choses où il y a une possibilité que certains possèdent des données sur vous extrêmement intimes. Et là, on ne peut pas être la totale liberté. Donc il faut des normes, et je suis en désaccord avec M. Vance. Il faut plutôt effectivement travailler résolument sur la question pour peut-être effectivement être en capacité aussi d'assumer une souveraineté aussi en matière d'intelligence artificielle, plutôt que de recourir systématiquement aux innovations portées par d'autres pays. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une totale disparition et surtout une déshumanisation de lieux de vie. Imaginons en France, je connais moins bien les États-Unis, mais on peut imaginer, c'est déjà le cas, dans des supermarchés, il n'y a plus de caissière, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, c'est des machines qui nettoient dans certaines travées, c'est des machines qui viennent... et finalement, il n'y a plus d'être humain. Bon, ce n'est pas un modèle de société qui est souhaitable. La science, c'est une technique, mais à quoi cette technique est-elle mise au service? Et la richesse qu'elle produit, est-ce qu'elle est au service de l'intérêt général, ou est-ce qu'elle ne bénéficie qu'à une minorité, donc à une forme de privatisation de l'intelligence?